Catherine Boutin est notre invitée aujourd'hui dans Lever de rideau. Merci Catherine Boutin d'être avec nous. Vous êtes engagée dans les questions de citoyenneté, de défense, de réflexion stratégique à travers une implication au sein de l'IHEDN, Institut des hautes études de la défense nationale. On en parle dans un instant. Vous participez à des initiatives visant à rapprocher les citoyens des enjeux de sécurité, de souveraineté, de défense nationale, mais vous êtes aussi, à travers vos mandats professionnels et personnels, ou votre engagement personnel, une actrice du territoire de Clermont-Ferrand et au-delà, puisque vous travaillez à l'université et vous avez eu une activité ou une démarche à travers des propositions pour la vie municipale et le débat démocratique. On parle de l'IHEDN. Pourquoi une grande dame comme vous s'intéresse-t-elle à l'IHEDN et aux questions de défense? Je dis une grande dame par rapport au fait, non, peut-être pas votre taille, mais le fait que vous êtes, voilà, vous avez une certaine expérience de vie et pourquoi vous êtes aujourd'hui encore dans ces questions de défense nationale. Je dirais pour deux choses, deux raisons. Une raison qui est culturelle, c'est un engagement qui perdure et c'est un engagement familial. C'est une éducation. C'est une éducation. Vous avez des parents qui étaient peut-être dans le monde militaire? Oui, alors mon père était officier de réserve, mon grand-père était militaire aussi, et mon père a été également président il y a longtemps de l'IHEDN. Alors, ça ne faisait pas de moi une personne qui était visée justement à suivre les traces de mon père de cette façon-là. Ça s'est fait vraiment, je vais vous raconter comment, de façon assez surprenante finalement. Donc, j'ai d'abord, je vous disais, c'est culturel, c'est un engagement. Parce que depuis vraiment jeune, mais vraiment jeune, hein, à peine entrée en sixième, cinquième, je dirais, j'ai toujours voulu être engagée dans la vie associative, aider les gens. Donc c'est culturel, c'est comme ça dans la famille, on aide, voilà. Et donc j'étais impliquée dans des associations de jeunes pour pouvoir aider les plus démunis. Voilà, je faisais ça par le biais notamment de l'aumônerie Jeanne d'Arc. Voilà, parce qu'il y avait tout un petit monde plein d'ébullitions qui me plaisait bien, c'était sympa, on se retrouvait après les cours, voilà. Et puis en grandissant, eh ben, je suis rentrée à la FEV en tant qu'étudiante. Voilà, pareil, aider à transmettre ce que nous avons la chance d'avoir, aller à l'école, être tranquille dans un foyer, etc., pour aller vers des personnes qui peut-être ont des foyers, certes, mais qui n'ont pas cette même tranquillité d'esprit pour apprendre, etc. Il me paraissait important de pouvoir non pas transmettre comme ça avec une position plutôt dominante, mais d'être à côté. Le Euh, côté installé peut-être socialement qui était le vôtre à travers vos oui, parents, votre oui, éducation, a fait que au lieu d'en jouer, vous vous êtes investi à travers lui. mais oui, parce qu'à un moment donné, et ça je vous dis assez tôt, il y a une question de justesse qui s'impose. Effectivement, il y a des choses qui ne sont pas justes. Et quand le petit enfant est assez choqué par la question de la justesse, de la Vous justice, aviez etc. conscience d'en avoir un peu plus que d'autres et ça vous Ben, décevait au sens de oui, cette injustice. oui, parce que cette injustice, on la retrouve tout de suite hein, sur les bancs de l'école. On voit qu'on a des copains, des copines qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, les mêmes facilités pour pouvoir faire des choses, des activités, etc., ou partir en vacances, etc. Voilà. Et, hum, et donc, bah, la FEF, ça m'a paru quelque chose de très important, pouvoir aller aider, se mettre aux côtés de plus jeunes ou de moins favorisés pour pouvoir eh ben, les aider à réaliser quelque chose, euh, ne serait-ce que être la possibilité pour eux de rejoindre un quartier ou centre-ville, etc., etc. Voilà, ça c'était moi plus jeune. Et puis j'ai continué comme ça, j'ai persisté au niveau de différentes associations, jusqu'au moment où, un jour, déménageant à la campagne, loin de Clermont-Ferrand, je me retrouve dans un village un petit peu loin du bouillonnement associatif qu'on peut retrouver en ville. J'étais très très sportive à l'époque, hein, hyper sportive. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi maintenant pour aider, etc. La réponse était très rapide. Des personnes du village sont venues me voir en me disant, ben, on recrute chez les sapeurs-pompiers. Donc vous avez été pompier? Allez, je me dis, ok, et j'y suis allée. Quel âge là? Eh ben, j'étais plus âgée déjà, hein, 30, c'était en quelle année? Ah, j'ai du mal à me Une souvenir. trentaine d'années. Un peu plus, ouais, oui, une trentaine d'années. C'était en 2004. Ça vous a plu? J'ai adoré.
J'ai adoré, j'ai adoré. Donc j'ai fait toutes les formations et Malgré la difficulté aussi de l'engagement, parce que quand on va sur des accidents, quand on va sur des oui, sinistres, c'est compliqué. ah mais c'est compliqué. Et je me suis dit pareil, j'étais mue par ce désir d'être utile, et de dire ben, on va essayer d'être utile autrement en allant ben, secourir peut-être, aider, rescaper, voilà, enfin, cette idée d'être utile. Hein, j'imagine que Freud dirait beaucoup de choses en la matière, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais ce besoin, je l'ai toujours eu. Et donc ça m'a plu, oui, énormément. C'était une expérience, une aventure formidable. Et entre les pompiers et l'IHEDN, il y a eu encore une autre Ah, initiative. je n'étais pas à l'IHEDN justement à l'époque, pas du tout. Et donc arrivé à un certain grade et surtout à un certain âge, j'ai senti d'une part la fatigue et d'autre part je suis quand même très atteinte au niveau de la vue. J'avais du mal à partir au feu sans mes lunettes parce qu'on ne peut pas porter de lunettes. Et j'ai dit bon il faut impérativement que j'arrête. Donc j'ai arrêté le cœur un petit peu lourd. Et puis j'ai déménagé à Clermont-Ferrand au même moment. Je me suis dit, est-ce que je continue quand même au niveau du SDIS à Clermont? Bon, il fallait faire des gardes postées de 24 heures, c'était compliqué, etc. J'avais quand même deux enfants plutôt encore jeunes. Et j'ai arrêté. Et je me suis lancée dans d'autres perspectives qui étaient beaucoup plus managériales. Au niveau du SDIS, on m'avait proposé des choses, etc. Avec l'université, ça me posait beaucoup de problèmes. Et à ce moment-là, eh bien, une personne au niveau du SDIS m'a dit, il faut impérativement que tu fasses l'IHEDN, il faut impérativement que tu fasses ça. Donc Donc je me suis dit, l'Institut des hautes aux études études de la défense nationale. de De défense, oui, défense de défense nationale. nationale. Je me suis lancée, je suis devenue auditrice. Donc être auditeur à l'IHEDN, qu'est-ce que c'est? C'est suivre une session. On peut en suivre différemment. Hein. Donc une session de formation qui est assez lourde à suivre. C'était 4 semaines de formation vraiment continue. Ce sont des formations qui mêlent à la fois bon, des cours, des conférences théoriques, mais également énormément de visites de sites sensibles, etc. On a la chance de pouvoir pénétrer au sein de lieux que l'on ne peut pas connaître autrement, de pouvoir étudier les questions de défense, géostratégie, géopolitique, etc. Donc ça, c'était pareil, une aventure extraordinaire. On rencontre des gens formidables qui tissent des liens. J'embrasse tous mes camarades de l'IHEDN que j'ai pu rencontrer à cette époque et Alors, qui sont devenus des amis. je vais vous poser la question, Catherine Boutin, différemment. On Oui, comprend que votre éducation, vos racines paternelles vous aient poussé vers l'IHEDN, que votre sensibilité de jeune femme à l'époque, puis de femme engagée, vous ait poussé à nouveau vers l'IHEDN. Mais aujourd'hui, en tant que femme libre, qu'est-ce qui fait que vous restez dans ce contexte de compréhension, d'étude de la géostratégie, de la géopolitique? eh bien parce que les circonstances actuelles de bouleversements mondiaux nous poussent c'est presque un devoir, hein, de devoir comprendre ce qu'il se passe, comprendre et informer au maximum. On est entouré par des guerres, on est entouré par des plaques extrêmement mouvantes de remise en question tant de nos alliances, de nos partenariats mondiaux que des territoires qui se font, qui se défont à l'heure actuelle à coup de bombes. C'est passionnant, voilà, à titre personnel, c'est voilà, passionnant, mais c'est aussi extrêmement troublant. Il faut comprendre, il faut comprendre. L'IHEDN, comme d'autres structures, peuvent aider à comprendre. Oui, l'IHEDN est un institut de formation. De formation, nous sommes là pour le rayonnement de la défense nationale. C'est-à-dire qu'on va auprès des gens, des institutions, des collectivités, et on essaie de faire en sorte que l'on puisse informer au maximum de ce que nous connaissons, de ce que nous avons appris, de ce que nous avons appris, ou de ce qu'est notre cœur de métier. Parce que certaines personnes à l'IHEDN qui sont auditeurs sont par ailleurs militaires ou fonctionnaires, etc. Ils sont vraiment au cœur et de la décision et de la stratégie ou de l'opération. Et donc c'est très important de pouvoir apporter cela vers les personnes qui ne connaissent pas forcément. Comprendre Mm. évite peut-être de s'angoisser ou Oui, de cristalliser oui, sur une problématique. oui. Comprendre, ça permet de découdre vraiment ce qui se noue au niveau d'une scène internationale. C'est effectivement, comme vous le disiez, être en mesure de pouvoir distinguer au niveau des discours ce qu'il faut saisir comme étant vraiment important et se défaire effectivement de l'anxiogène. Quand on a une personne qui prend la parole en assemblée et qui dit nous allons devoir accepter de voir nos enfants mourir, forcément on se dit ça y est, mes enfants vont partir à la guerre, etc. Or il faut pouvoir avoir les clés de compréhension et de lecture différentes, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde.
Alors non pas qu'on soit supérieur, mais on a l'habitude de ce genre de discours. C'est politique, c'est stratégique, etc. Donc à nous de dire, alors oui, effectivement, certains vont partir à la guerre. Le président Macron l'a annoncé, le Charles de Gaulle va se déplacer. Il y a des enfants de la France qui sont effectivement à bord du Charles de Gaulle. C'est leur métier, ce sont des soldats. Ils savent exactement ce qu'ils font, ils savent exactement aussi pourquoi ils sont là. À nous d'expliquer aussi leur rôle et d'expliquer la stratégie peut-être de façon plus simple aux gens qui sont là. Voilà. Catherine Boutin, nos parents étaient des enfants de la guerre, nos grands-parents ont vécu la Oui, guerre, nous-mêmes nous avons vécu d'autres combats, le chômage oui, notamment, oui. qui a beaucoup Oui, abîmé oui, notre oui. génération. La génération de nos jeunes, dont celle de la jeune fille qui nous filme aujourd'hui, c'est une génération qui peut croire en quoi? Alors cette question est très pertinente parce qu'elle nous anime absolument tous les jours à l'université. Parce que, il faut le savoir, on a environ un quart de nos étudiants qui souffrent de troubles anxieux plus ou moins forts. On est averti par le SSU, le service santé université, par rapport à l'état mental de notre jeunesse qui est tout à fait préoccupante. Euh, c'est compliqué de leur montrer un chemin. C'est compliqué parce que bien heureux sont les personnes qui seront expertes pour leur dire vas-y, là tu peux y aller, tu as ta place, etc. Nous-mêmes, nous ne savons pas forcément de quoi demain sera fait parce que l'incertitude à l'heure actuelle de notre position mondiale, c'est compliqué. Donc il faut leur trouver, il faut trouver un langage, il faut trouver une façon de leur dire, de leur montrer la lumière autrement, quoi. L'espoir, la foi, la confiance. Et d'où est-ce que cela peut provenir, sinon de notre propre enthousiasme à nous, de notre propre façon de leur montrer que oui, le champ des possibles est là. Alors, c'est tous les jours, de façon pédagogique, mais pas seulement. C'est une action aussi de terrain, aller rechercher les étudiants qui s'absentent, aller leur dire mais non, mais on est là aussi pour toi, on va t'aider, etc. C'est beaucoup de travail. Que leur Catherine, dire, très honnêtement, je ne sais pas. Croyez en vous. Ayez confiance. Mais c'est c'est presque très compliqué. prophétique ce que vous dites. C'est presque prophétique. Et qui sommes-nous pour porter de tels discours? Qui sommes-nous, très franchement? Donc en restant humble, c'est politique des petits pas. On y va. On a le droit de se tromper. On est là aussi pour vous aider à cheminer. Il y a beaucoup de champs, de structures, il y a beaucoup d'associations aussi pour aider les jeunes à avancer et à croire en eux vraiment. Catherine Boutin, qui est notre invitée aujourd'hui, avec aussi humilité, j'ai envie de le dire, Oui, par rapport à la dernière question qui a été la mienne à l'instant. Catherine Boutin, universitaire, présidente de l'IHEDN ici en Auvergne. Vous avez aussi vécu une autre expérience qui a pu peut-être surprendre certains ou certaines, mais vous êtes une femme libre et à l'université on vous connaît comme telle. Là, oui. vous en avez vraiment montré les côtés de la liberté. Vous êtes engagé en politique, déplaise à certains, que ça ravise d'autres, vous vous en fichez en fait. Vous êtes allé en politique sur la liste Réveil Clermontois. C'est ça. Et ça vous a apporté quoi? Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? Eh bien, comme vous disiez juste auparavant, c'est d'abord la liberté et l'indépendance de finalement cheminer en tant que citoyenne dans une ville qui est la nôtre. Et on a ce droit, on a ce pouvoir d'être libre et d'être indépendant. Donc, je me suis dit autant l'utiliser. C'est vrai que lorsqu'autour d'une table, avec des amis, on parle de la ville de Clermont-Ferrand qui se transforme, qui ne ressemble plus forcément, qui ne répond pas forcément à nos attentes, quand on voit qu'il y a un bouillonnement qui nous paraît finalement néfaste pour un avenir, par exemple, pour essayer de faire en sorte de dire à nos jeunes, si, aie confiance, etc. Quand on voit qu'il y a quelque chose de gris là, qui est une zone d'ombre, eh bien, on se dit, mais il faut agir. Il faut agir, c'est pas possible. Et c'est la raison de l'émergence de ce mouvement. Hein. Et vous, dans ce mouvement? Moi, dans ce mouvement, eh bien, c'est autour de la table, j'y étais. Voilà, et on se dit, ben oui, pourquoi pas. L'image de la table ronde vous parle au sens où il y a eu à une époque, l'époque médiévale, les chevaliers qui ont apporté quelque chose au roi Arthur. Est-ce que vous êtes venu, telle une chevalière, apporter quelque Alors là, chose? absolument pas, parce que justement, on reste dans l'idée qu'on est, que, voilà, nous sommes des citoyens et on est des amis. Et on vit dans des quartiers, chacun, on va au travail, on a la chance d'avoir ça, justement. Et c'est avec cette étiquette-là qu'on se met autour d'une table en disant, alors qu'est-ce qu'on fait?
qu'est-ce qu'on fait au fait? Et puis parce qu'on a tout cet esprit de liberté et d'indépendance, on se dit, bah, on essaie de faire quelque chose et d'en parler autour de nous. Et quelle n'est pas notre surprise de voir que ça fonctionne, mais de façon incroyable. Les gens sont prêts, les gens sont prêts à Ça vouloir veut dire justement quoi, ça fonctionne? être libre et indépendant, ne pas vouloir forcément suivre un parti ou de ne pas rentrer à nouveau dans un clivage qui est celui éternel, droite, gauche, voilà, et de voir que finalement, lorsqu'on reste dans un conflit, dans un clivage, finalement, c'est très énergivore et on n'a plus forcément le temps ou l'énergie de s'occuper de choses sur le terrain, là comme ça, de façon immédiate, rapide, efficace, aller chercher les avis des uns et des autres, de pouvoir faire consensus. Donc on s'est dit, bah, on essaye, on voit ce que ça fait. Et tant pis si ça fait rien. Mais tant pis si ça fait rien, c'est pas grave. C'est comme un autre engagement, ça. C'est un autre engagement. On voit ce que ça donne. On en parle, en tout cas. Ça donne des soirées dans un premier temps. Il y a bien, bien longtemps maintenant, plein d'ébullitions, plein d'échanges, et c'est bien. Et puis après, quand on voit que le groupe commence à gonfler, 50, 100, 150 personnes, on se dit, mais oh, voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut pouvoir s'organiser. Voilà, le réveil clermontois est né. Catherine Boutin, Et je remercie Annick Cartaillé qui était un catalyseur d'énergie absolument extraordinaire, vraiment. Catherine, une dernière question, une réponse très courte. En ce moment, vous lisez quoi? Je vous pose la question parce que vous êtes devant une bibliothèque. Alors, j'ai une valise, vous m'avez vu arriver avec des sacs et des Je sacs et des sacs. confirme que c'est vrai. Ouais, parce que je me déplace plus jamais sans mon corpus actuel qui correspond. Alors, c'est pas du roman, de détente, etc. Je n'ai plus le temps. Ce que je lis à l'heure actuelle, ça concerne un corpus de thèse, parce que je me lance dans l'écriture d'une Vous thèse. n'êtes pas un peu trop sérieuse, vous? Mais non, mais au contraire, euh, le, le savoir, la connaissance, l'engagement, c'est beaucoup de bonheur, hein. C'est énormément de bonheur. Enfin, en tout cas, ce sont mes lumières à moi. C'est vraiment, voilà, c'est mon échappatoire, c'est mon moteur. La curiosité, l'envie d'aller rencontrer des gens, voilà. Et donc, je me lance dans une thèse qui concerne la rencontre avec les gens, avec l'autre. Et donc, je ne lis que des ouvrages en sociologie, en géographie culturelle, en géocritique, voilà. C'est un corpus assez vaste, assez dense, qui me mène sur les chemins de l'errance. Je travaille sur l'errance. Mon terrain d'investigation, d'observation, c'est Clermont-Ferrand. Avant, mes corpus étaient en littérature comparée, donc mon terrain, c'était les livres. Là, c'est la ville, et je travaille avec les populations en errance. Merci beaucoup, Catherine Boutin, Je d'avoir vous en prie. été Merci notre beaucoup, invitée. Marc-Alexis Roger.